Donc là, on va finir la partie propriété modèle du cours. On ne va pas la finir, je pense, cette fois, mais pas très loin. Il nous reste à voir deux propriétés. On a vu deux sur les quatre que j'avais annoncées. Il nous reste à en voir deux de ces propriétés fondamentales des réseaux complexes. Donc on en est là. Les deux propriétés qu'on a vues, c'est faible nombre d'arêtes et distance faible. D'accord ? Et maintenant, on va voir les deux dernières propriétés qui sont la distribution de degrés et la densité locale. Oui. J'ai une question. La page du cours, vous avez toujours pas sur votre site? La page du cours, pour l'instant, est inexistante. Il y a un de tes camarades qui m'a posé la même question et dès que j'ai le temps, je vais la faire et y mettre tous les supports que je mets d'habitude, notamment les enregistrements que je suis en train de faire et les slides, etc. Ok, donc mais regardons, prochaine propriété qu'on a regardée, c'est cette histoire de distribution des degrés. Jusqu'à maintenant, on est content parce que les deux premières propriétés, on a vu ce qu'elles étaient sur les réseaux réels et on a un modèle pour les reproduire, GNM. Super, en plus qui est efficace d'un point de vue algorithmique puisque en grand taux de M, il nous génère les graphes qui nous intéressent. Les distributions de degrés, qu'est-ce que c'est? J'en ai parlé déjà pas mal, parce que j'ai parlé du degré moyen, mais je rappelle au cas où il y a besoin le degré d'un nœud. Le degré d'un nœud, c'est son nombre de voisins dans le graphe. Okay, donc par exemple, ce nœud-là a degré 3. Okay. La distribution des degrés. Alors ça, c'est un truc qui est très classique en analyse de données. L'analyse de données, grosso modo, ça n'est que faire des distributions de tout et n'importe quoi. J'exagère un peu, mais c'est toujours la première étape. Et souvent, on ne va pas beaucoup plus loin. Il suffit de choisir la bonne quantité sur laquelle on va faire sa distribution pour avoir l'information qui nous intéresse sur les données qu'on est en train de regarder. Donc ça ne marche pas que pour les réseaux, ça marche un peu pour tout. Et qu'est-ce que c'est une distribution? Donc là, moi, ce à quoi je vais m'intéresser, c'est la distribution des degrés. Allô, allô, allez, c'est parti. Silence total pendant la projection. Donc là, on peut faire la distribution de tout ce qu'on veut. Nous, on va faire la distribution des degrés. Vous pouvez faire la distribution de n'importe quelle quantité. La distribution, c'est quoi? C'est quelque chose qui vous dit, pour chaque valeur de la quantité qui vous intéresse, okay, ici, c'est la quantité qui vous intéresse. Nous, ici, ça va être les degrés, la quantité qui nous intéresse. Et ici, vous avez le pourcentage de la population qui a cette valeur pour la quantité qui vous intéresse. Donc, par exemple, qui a valeur val 1, il y en a, je ne sais pas moi, il y en a 10%. Okay. Qui a valeur val 2, il y en a 15%. Okay. Voilà ce que c'est une distribution. C'est juste mettre pour chaque valeur possible de la quantité, alors pas valeur possible en fait, valeur de la quantité que vous trouvez dans les données que vous analysez, vous mettez le pourcentage de la population. Alors population, je veux dire que vos données, c'est fait d'une collection d'objets, et à chaque objet est associé une valeur pour cette quantité qui vous intéresse. Nous, par exemple, notre objet, c'est un réseau, nos données, c'est un réseau, notre objet qui nous intéresse, c'est les nœuds, à chaque nœud est associé un degré, et je regarde, pour chaque valeur du degré, quelle est la quantité de nœuds qui a ce degré-là. Je peux la compter de deux façons. Soit je compte en nombre absolu, je dis dans mes données, moi il y a 1 500 000 sommets, il y a combien qui ont degré 1, combien qui ont degré 2, etc. Ou alors je la compte en pourcentage. Je dis, il y en a combien de pourcents qui ont ce degré-là, combien de pourcents qui ont ce degré-là. La courbe, est-ce que j'ai un exemple? Ouais. Donc voilà, donc là je vous ai fait la distribution des degrés, donc là c'est un peu plus simple que ce que j'ai montré avant parce que les degrés ils ont des valeurs entières, d'accord? Donc c'est des valeurs bien espacées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais vous pouvez faire des distributions avec des trucs qui prennent des valeurs complètement bizarres, d'accord? 0,3, 7,2, etc. Pour chacune des valeurs, vous marquerez le pourcentage de la population ou le nombre de trucs qui ont cette valeur-là. Ici les trucs c'est les sommets. Et la valeur qui m'intéresse ici, que je n'ai pas marquée, ce qui est grave, c'est les degrés. Okay. Donc ici, vous avez le nombre de nœuds qui ont ce degré-là. Okay. Donc par exemple, degré 1, il y en a un peu moins de 50. Degré 2, il y en a un peu plus de 100. Degré 3, on dirait qu'il y en a 230 à peu près. Degré 4, il y en a un peu plus de 300, 315, je ne sais pas. Okay. C'est ça que dit cette courbe-là, un point par valeur
du degré qui est pris dans le réseau. Donc là, je l'ai tracé en entier. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui a un degré plus grand que 16. Bon. Je peux la faire en pourcentage, comme j'ai dit. Vous allez voir le changement radical. La voilà en pourcentage. Nombre de nœuds, pourcentage. Impressionnant, non? Qu'est-ce qui a changé? Il y a deux réponses possibles. La première, c'est rien du tout. Et la deuxième, c'est il y a un truc qui a changé. Non, la courbe, elle n'a pas changé. Okay, la courbe, c'est la même. D'accord? Donc en fait, on peut dire que c'est complètement anecdotique cette histoire de faire le nombre ou le pourcentage. Pour un réseau donné, oui. Alors là, qu'est-ce qui a changé quand même? C'est l'échelle. L'échelle des Y, okay, avant c'était des nombres, maintenant c'est des pourcentages. Donc en particulier, c'est plus petit que 1. Voilà. Par exemple, qui ont degré 5, il y en a 18%. Avant, il y avait un nombre. Bon. En fait, c'est pas si anecdotique que ça. À quoi ça sert de faire le truc en pourcentage plutôt qu'en nombre? C'est pareil, c'est un truc quand on analyse les données, on se retrouve tout le temps à faire ça. Oui. Pour pouvoir condenser les données et que ce soit plus représentatif. Parce que si on a trop grands écarts, on ne peut pas tout. Non, c'est pas ça, parce que regarde, là, la courbe, c'est vraiment la même. Donc si tu veux, l'écart entre le point le plus bas et le point le plus haut, c'est exactement le même. Tu changes ce que tu écris sur l'échelle, mais en fait, tu ne changes pas du tout les valeurs relatives des points et tout ça. Donc c'est pas plus lisible et tout. C'est vraiment la même courbe. C'est juste ce que tu as marqué sur les axes qui change. Oui. Première question auquel tu as le droit de répondre. Donc on savoure le moment. Pour pouvoir comparer avec des nombres de nœuds différents. Exactement. Le truc derrière ça, c'est que si on veut comparer des réseaux différents et qui, la plupart du temps, n'ont aucune raison d'avoir le même nombre de nœuds, je veux comparer un réseau qui a 1000 nœuds avec un réseau qui a 1 million de nœuds, je veux savoir si leur distribution des degrés elle se ressemble, par exemple. Ben, en nombre, on ne peut pas le faire, parce que les nombres sont très différents. Par contre, si on le met en pourcentage, ça devient comparable. On peut comparer. Donc cette histoire de mettre en pourcentage, c'est un truc plus général qui est de normaliser. Normaliser, ça veut dire ramener, en général, entre 0 et 1. D'accord ? Et ça sert à quoi? Ça sert à comparer des trucs qui sinon seraient incomparables. Donc par exemple, comparer des réseaux qui n'ont pas du tout la même taille, qui seraient incomparables en termes de nombre de nœuds, mais si je le mets en pourcentage, ben, ça devient comparable. Donc c'est pour ça qu'en général, on les fait en pourcentage. Et en pourcentage, ce machin-là, ça a un nom que vous devez connaître maintenant, qu'il faudra que vous connaissiez à partir de maintenant, je veux dire, qui est le PDF. Ce n'est pas forcément une extension de fichier, c'est aussi la Probability Distribution Function. Donc ça, en fait, parce que pourquoi? Le pourcentage, c'est une proba. Pourquoi c'est une proba? Quand vous dites il y a tant de pourcents de nœuds qui ont degré 3, ça veut dire quelle est la proba lorsque je choisis un nœud au hasard qui est degré 3. D'accord? Ce pourcentage, c'est exactement la proba quand on choisit parmi tous les nœuds. Donc voilà pourquoi c'est la fonction de distribution des probabilités. Ça veut dire distribution des probabilités. Elle dit pour chacune des valeurs quelle est sa probabilité dans le dataset que je suis en train de regarder. Ok. Donc la distribution des degrés, c'est ça. C'est cette courbe, la probability distribution function des degrés. Je vous propose évidemment de regarder à quoi ça ressemble dans les données réelles. De savoir... Ah oui, pardon. D'abord, je voulais vous demander comment, à votre avis, comment elle est cette distribution de degrés. Est-ce que vous pouvez intuiter des formes particulières ou pas? Est-ce que vous savez un peu à quoi vous attendre dans les données réelles? À votre avis, la distribution des degrés, elle ressemble à quoi? Je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez m'en dire des choses de ces caractéristiques? Est-ce que vous avez une attente particulière? Ou est-ce que je passe direct au slide suivant? Attends, tu viens déjà de répondre à une question. N'exagère pas. Ouais, j'ai pas trop d'attente moi non plus. Vas-y, dis, tu penses quoi? Elle tend vers 0, plus le nombre la proportion tend vers 0, plus le nombre de nœuds augmente. Oui, mais ça, je suis d'accord. Mais ça, du coup, c'est pas trop choquant parce que, de toute façon, j'ai un nombre de nœuds qui est fini. Donc, au bout d'un moment, ça s'épuise. D'accord? Et puis, même, à la limite, il y a même une borne sur le degré. Qu'est-ce que c'est la borne sur le degré? Pas toi. La borne sur le degré d'un nœud. Ça peut pas être plus grand que quoi? Nombre d'arêtes -1. Nombre de sommets -1. Sommet, N-1. Ça peut pas être plus grand que N-1. Donc, de toute façon, après N-1, oui, c'est 0. Donc ça tend vers 0, oui,
si on veut, mais ça, c'est un peu écrit d'avance. Bon, vous n'avez pas trop d'attente, ben, c'est pas grave. Moi non plus, j'en aurais pas spécialement. Parce qu'avant d'avoir vu la première fois, je ne savais pas à quoi m'attendre. Du coup, je vous montre, sur les données réelles, j'ai tracé cette distribution de probabilité pour chacun des réseaux. Là, dans mon dataset, j'en ai sélectionné quelques-uns. Voilà ce que ça donne. Content? Pas content? Remboursé? Remboursé, je vous laisse voir avec la scolarité. C'est pas moi qui gère les sous. Donc là, j'ai vraiment, vous voyez, pour chaque réseau, alors c'est un peu illisible sur les degrés parce que les nombres sont trop grands, je n'ai pas géré de mettre les trucs comme il faut. Là, ça doit être 2000, 4000, 6000, 8000, etc. Non, pas ce point-là. Qu'est-ce que c'est ce truc? Ah oui, si, c'est ça. 2000, 4000, 8000, etc. Et ici, vous avez les pourcentages. Et la courbe, du coup, vous voyez que les points sont comme ça. D'ailleurs, pour moi, ça, c'est pas correct parce que regardez, tous ces points, ils sont sur la même abscisse. Non, tous ces points ils sont entre 0 et 2. Normal ou pas? Allez, vas-y, c'est ton quart d'heure. Non, Ça va s'arrêter après. C'est juste, en fait, la résolution est tellement faible, on ne voit pas que tous les points ils doivent être entre, par exemple, 0 et 100. Exactement. Donc ça, il faut en être conscient parce que c'est souvent le cas sur ces courbes-là, quand on trace les trucs, on a l'impression que les points sont alignés. C'est pas comme ça, c'est des fonctions. Hein. Pour une abscisse, il y a une seule ordonnée qui correspond. Mais en fait, c'est tellement proche qu'on les voit sur la même abscisse, ils ne sont pas réellement sur la même abscisse, ils sont tout petits. De toute façon, c'est pas dur d'être petit par rapport à 2000. Tous ceux qui ont degré 10, 9, 8, ils apparaissent au même endroit, là, collés sur l'axe des ordonnées, d'accord? Donc, qu'est-ce que c'est le problème, là? Il y a un problème, quand même, quand on voit ça. Il y a un problème et il y a un enseignement. On peut en tirer un enseignement, quand même. L'enseignement, il est là. Un point là. Il y en a un là. Vous voulez commencer par le problème ou l'enseignement? Ce qui saute le plus aux yeux pour moi, c'est le problème, mais c'est quoi le problème? C'est pas très détaillé. Le problème, c'est qu'on n'y voit rien. On n'y voit rien du tout là. La courbe, c'est ça la courbe. Nous, on s'attendait à avoir une courbe qui fasse un truc comme ça, mais là, la courbe, c'est ça. Donc, on voit rien du tout. Par contre, le seul truc intéressant qu'on arrive à voir là-dessus, c'est que vous voyez que ça, il y a des sommets avec des valeurs très élevées. Parce que là, quand j'ai un point bleu, c'est que j'ai un sommet qui a cette valeur du degré. Donc là, je ne sais pas combien je suis, parce que de toute façon, en plus, j'ai barré. Mais vraisemblablement, on était à 2000, 4000, 6000, 8000, 10 000. On était à quelque chose comme proche de 20 000. Donc il y a un sommet là, dans ce dataset qui a un degré à 20 000. Wow, c'est énorme. Dans celui-là, il y a un sommet qui a degré 5 000, 10 000, 15 000. Ouais, il doit avoir degré 60 000. C'est encore énorme. Donc de partout, on s'aperçoit que la valeur maximale prise par le degré, par contre, moi c'est ça que j'en retiendrai, c'est qu'elle est bien supérieure à celle que je m'attendais. Je ne m'attendais pas qu'il allait avoir des nœuds de degré, là c'est quasiment 250 000 ou je ne sais pas combien. C'est l'histoire des points qui sont connectés à plein de gens. Là, par exemple, ça doit être une chaîne YouTube qui a 5 millions d'abonnés. Exactement. Dans tous ces datasets, il y a des... Mais ce qui est remarquable, c'est que bon, pour YouTube, on peut peut-être avoir une intuition pourquoi. Dans tous ces datasets, premier enseignement, il y a des points de valeur très très fortes. Ce qui n'était pas le cas d'ailleurs sur le dataset d'avant que je vous ai montré, qui existe aussi, hein, qui est un vrai dataset, et lui, il n'y a pas de point supérieur à 16. Donc lui, en fait, lui, c'est lui qui est particulier. C'est pas les autres qui sont bizarres comme ça. Cette bizarrerie là, d'avoir des sommets très avec des degrés très très grands, c'est la normalité dans les données réelles. Okay. C'est quoi que tu te rappelles? Non, je me posais la question, le dataset Wikitalk, qu'est-ce que c'est? Wikitalk, c'est le réseau d'échange entre les utilisateurs de Wikipédia, entre les contributeurs de Wikipédia. Donc il y en a un qui... Ben là, par exemple, ouais. Il y en a un qui est à TOC, lui. Bon. Donc lui, il a parlé avec 100 000 personnes. J'ai vu un article, il y a un gars, il a fait 30% de Wikipédia, donc c'est sûrement lui. Ceci dit, je pense que sur Wikipédia, je pense qu'il y a des bots quand même. Oui. Il y a des bots pour modérer les trucs, etc. Donc peut-être que là, dans le dataset, les bots, ils y sont. D'accord? Parce que là, c'est un peu louche quand même, en effet. 30% de Wikipédia. Bon, voilà. Par contre, regardez que là, par exemple, sur Wikipédia, lui, il a un statut très différent de ce qu'a lui dans Acteur Collaboration.
Pourquoi? Parce que lui, en fait, il est quand même très loin, presque un ordre de grandeur plus loin que les autres, presque 10 fois plus grand que les autres. Alors que là, ici, on s'aperçoit que lui, il n'est pas si spécial que ça. D'accord? Donc ça, c'est un peu une anomalie, alors que ça, ce n'est pas une anomalie. C'est le réseau qui est une anomalie, c'est-à-dire que le réseau, lui, il a cette propriété d'avoir des trucs aussi grands qu'on peut. Bon, ça, c'est l'enseignement. Le problème, c'est surtout qu'on n'y voit rien. OK? Donc, il faut faire quelque chose pour le fait qu'on n'y voit rien. Je vous montre ce qu'on fait sur un exemple. J'ai pris YouTube, là, celui justement qui a des trucs très éloignés. Qu'est-ce qu'on fait pour y voir? On change l'échelle. Donc là, c'est juste parce que l'échelle, elle n'est pas adaptée. Et l'échelle, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un truc qui est logarithmique sur les Y. Logarithmique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, ce que je vais tracer, c'est plus la valeur, c'est plus la proba, c'est le log de la valeur. D'accord? Donc à la place de mettre Y ici, pour un sommet qui avait coordonnées XY, je vais tracer plutôt le log de Y en fonction de X. Ça donne ça. Alors, c'est un peu mieux, mais ce n'est pas beaucoup mieux. D'accord? En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on met le log sur les deux trucs. Donc, ce qu'on trace au final, c'est le log de Y en fonction du log de X. Et là, on y voit quelque chose. Avec ce genre de distribution. Il y a des distributions pour lesquelles ce n'est pas la peine. Celle que je vous avais montrée au début, je n'avais pas fait log-log, d'accord? La première, là, de Fidesz. C'était une distribution normale, en échelle linéaire ici, c'est-à-dire j'ai X et je mets Y en fonction de X. Mais là, si je fais ça, j'y vois rien. Si je mets Y en fonction de X, je vois ça. Alors, pourquoi? Quand je passe au log-log, si je fais log de Y en fonction de log de X, là, j'y vois quelque chose. Donc, ça veut dire qu'en bas, ce que je mets, ce n'est pas la valeur elle-même, c'est l'ordre de grandeur de la valeur. C'est soit 10 à exposant 0, soit 10 à exposant 1, soit 10 à exposant 2. Et je passe d'un ordre de grandeur à l'autre, je multiplie par 10, non pas en ayant un truc qui est 10 fois plus loin, mais à chaque fois avec une constante. D'accord? C'est-à-dire, là, j'ai un écart de 1 cm entre deux ordres de grandeur. Je passe de 10 au carré à 10 exposant 3 en 1 cm, et de 10 exposant 3 en 10 exposant 4 en 1 cm, et de 10 exposant 4 à 10 exposant 5 en 1 cm. Donc ça me permet de m'intéresser justement plus exactement à la valeur des données, mais au log de la valeur. Et le log de la valeur, c'est l'ordre de grandeur. C'est l'exposant qui est ici. Okay? Et c'est ça que j'ai en fait sur mon échelle. J'ai exposant 0, exposant 1, exposant 2, exposant 3, exposant 4. Okay? Et je fais ça à la fois en X et en Y. Alors regardez qu'en Y, c'est un peu particulier, parce qu'en Y, comme c'est que des trucs inférieurs à 1, les ordres de grandeur, c'est moins 1, moins 2, d'accord? C'est 1 dixième, 1 centième, 1 millième, etc. Donc là, je regarde ça. Je regarde la proba en ordre de grandeur en fonction du degré en ordre de grandeur. Donc on s'aperçoit, par exemple, sur cet exemple, que ça va très loin. Il y a des trucs qui sont... Alors, sur ces échelles-là, bon, je ne sais pas si je vais vous apprendre à les lire en plein, mais ça, là, c'est 10. Ça, c'est quoi? C'est 20. Ça, c'est 30. 100, il est là, d'accord? Entre 10 et 100, en fait, chaque graduation, c'est 10 de plus. 20, 30, et vous voyez qu'elles se rapprochent de plus en plus. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Okay? Elles sont comprimées comme ça. Elles sont de plus en plus proches les unes des autres. Ok, donc celui-là, par exemple, tout ça pour dire que celui-là, sa valeur, c'est grosso modo, donc 10 à exposant 4, c'est 10 000. Lui, c'est environ entre 20 000 et... entre 20 000 et 30 000. Je ne sais pas comment c'est, peut-être 25 000. Okay? Ça, c'est 20 000. C'est ce que je... Donc voilà. Donc il y a des trucs de très grande valeur. Et ce qui est surprenant sur ces trucs-là, qu'est-ce que j'ai mis pour vous expliquer ça? Pas grand-chose. Ouais, voilà. Si je vous ai mis toutes les distributions d'avant. Les voici quand on passe en log-log. Donc on y voit beaucoup mieux. On y voit quand même certaines différences. Le début de la forme de la distribution, elle n'est pas pareille. Vous voyez, des fois c'est plat, des fois c'est moins plat. Des fois c'est parfaitement, comme celui de YouTube, c'est parfaitement aligné. Ça, j'ai pris vraiment le plus beau là. Hein. J'ai pris le plus beau. Ça, c'est un truc très particulier qu'on appelle la power law. Okay. Power law. Ok. Et qu'est-ce qu'il faut retenir de ça, donc, sur les données réelles? C'est que la distribution, elle est ce qu'on appelle hétérogène. Donc c'est ça l'enseignement
quand on regarde la distribution de degrés sur les réseaux réels, ce qu'il faut en retenir, c'est qu'elle n'est pas homogène, elle est hétérogène. Homogène, c'est comme ça. C'est la première que je vous ai montrée. Ça veut dire quoi, homogène? Ça veut dire centré autour de la moyenne. Tout le monde a une valeur qui est autour de la moyenne. Alors autour de la moyenne, ce n'est pas à 1 près, mais c'est vraiment pas très loin. Ça va entre 1 et 16. Et la moyenne, elle est à 6. Ou peut-être à 7, je ne sais pas. Okay, donc ça, c'est quelque chose qui est bien centré autour de la moyenne. Alors que là, ce n'est pas du tout le cas. Regardez. Sur cette distribution-là, je ne sais pas où elle est la moyenne déjà. Je suis bien incapable de le dire. Ce que je vois, c'est que bon, j'ai plein de gens qui ont degré 1. Ici, c'est degré 1. Entre degré 1 et 10, j'en ai plein. Entre degré 10 et 100, bon, mais j'en ai encore. Entre degré 100 et 1000, j'en ai encore. Entre degré 1000 et 10 000, j'en ai encore. Et au-delà de 10 000, j'en ai encore. D'accord? Donc là, je m'éloigne complètement. La moyenne, je pense que, je ne sais pas, la moyenne sur YouTube, on devait la voir. On va voir où elle est, la moyenne. Elle est à quelques dizaines ou je ne sais pas quoi. Ah mince, je ne l'ai pas sur ce slide si je dois la voir plus loin. Il est où YouTube? Elle est là. Moyenne, elle est à 5,3. Degré moyenne à 5,3. Donc regardez, la moyenne, elle est là sur cette distribution. La moyenne, elle est alors 1, 2, 3, 4, 5. La moyenne, elle est là. Ok? Donc là, vous voyez que voilà, là, on est très loin de ce comportement où les gens sont rassemblés autour de la moyenne. Je veux dire, 2 fois plus grand que la moyenne, 20 fois plus grand que la moyenne, 200 fois plus grand que la moyenne. Il y a encore des gens qui ont ces valeurs-là. Alors que dans la distribution d'avant, dès qu'on fait 2 fois plus que la moyenne, c'est fini. On passe de 6 à 12, il y en a encore un petit peu. À 16, c'est terminé, c'est le dernier. Donc là, c'est très, très, très différent. Okay, donc déjà, on voit qu'il y a un large intervalle de valeurs possibles, parce qu'entre 1 et 25 000, ben, ça fait un large intervalle de valeurs possibles. Et il y a toujours du monde, même quand on s'éloigne. On dit que la décroissance de cette fonction-là, elle est lente par rapport à l'autre. Quand ça s'arrête de suite, c'est une décroissance exponentielle. Là, c'est une décroissance polynomiale. Mais je ne vais pas trop m'attarder sur ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'une conséquence de ça, c'est que la valeur moyenne qui était là, elle n'est pas du tout représentative du réseau. Vous ne pouvez pas penser au réseau comme on l'a fait dans le modèle d'Erdős-Rényi, comme en grosso modo, tous les nœuds ont le même degré, le degré moyen, avec quelques fluctuations. Non, ce n'est pas du tout ça. Vous avez plein de nœuds qui ont un peu plus que le degré moyen, vous en avez encore pas mal qui ont beaucoup plus, encore qui ont beaucoup, beaucoup plus, et puis encore qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Okay? Donc vous ne pouvez pas penser au réseau comme étant justement homogène, comme étant, ils ont tous à peu près le degré moyen. Là, le degré moyen, en fait, il ne veut pas dire grand-chose. Okay? Je ne vais pas vous poser la question de suite. D'abord, je veux insister sur ce que c'est la différence entre distribution homogène et hétérogène. Pour bien vous faire sentir le truc, si on prend dans la vie, il y a aussi des distributions homogènes et des distributions hétérogènes. La distribution homogène, par exemple, si on fait sur les gens, sur la population, une distribution homogène de base, mais vraiment très homogène, c'est la taille des gens. Parce que les gens, en moyenne, ils font 1m75. D'accord? Des gens à 1m78, il y en a à 1m80. Bon, à 1m90, il y en a à 2 mètres, à 2m10, à 2m20. Mais enfin, quand je passe de 1m75, il y en a aussi des plus petits. Quand je passe de 1m75 à 2 fois 1m75, il n'y en a plus. D'accord? Des gens qui font 3m50. Même dans le Guinness Book des records, je ne pense pas qu'il y en a. Dans le film 3, il y en a un, là, le géant, avec lequel se bat Achille au début, mais c'est tout. Et quand je fais l'inverse, quand je divise par 2, c'est pareil, d'accord? Quand je divise par 2, je me retrouve à moins de 1 mètre. Des gens qui font moins de 1 mètre, il y a peut-être, je ne sais pas, mais enfin, il n'y a presque pas, quoi. De quoi? 2,51 m la personne la plus grande. Ouais, c'est déjà pas mal, hein? C'est énorme. Je pense qu'il n'a pas sauté pour toucher le panier de basket, celui-là. C'est Donc voilà, donc ça c'est homogène. Tous les gens, ils sont autour de 1m75, ça c'est vrai, même si ça fluctue un peu.
On peut être un peu plus grand, on peut être un peu plus petit, entre 1,50 m et 2 mètres, la plupart des gens. Okay. Un truc qui est hétérogène dans la vraie vie, par exemple, à l'inverse de la taille, c'est les revenus. Ah, je vous ai dit. Les revenus. Il y a le revenu moyen. Comme si on va partir du revenu moyen. Revenu moyen en France, ça doit être, je sais pas moi, un truc proche du SMIC, quoi. Un peu moins. Non, c'est plus. Je pense que le revenu moyen, c'est plus que le SMIC. Parce que les gens qui gagnent beaucoup, ils contribuent quand même à la moyenne. Mais il y a une différence entre moyen et médiane, mais grosso modo, c'est moins de 2000 euros, quoi. On va dire, pas 1500 euros, je sais pas, ou un peu plus que ça. Bon, bref, on va dire 2000. Donc, la plupart des gens gagnent autour de 2000 ou moins. Des gens qui gagnent 2 fois plus que 2000, qui gagnent 4000 euros, je parle par mois. Hein. Bon, 4000 euros, il y en a. Des gens qui gagnent 4000 euros. Okay, il y en a moins, mais il y en a. Des gens qui gagnent 2 fois plus, 8000 euros. Bon, il y en a moins, mais il y en a. Des gens qui gagnent 16 000 euros. Il y en a, des gens qui gagnent 16 000 euros, d'accord. Des gens qui ont vraiment des hauts postes, ou je sais pas, ou des hauts postes au gouvernement, ou dans des boîtes. Après 32 000 euros, etc., ça commence à s'épuiser. Mais enfin, les footballeurs, je ne sais pas combien ils gagnent, mais ils gagnent un truc comme 200 000 euros par mois, ou un truc comme ça. Il y en a sûrement des gens qui ont des revenus de 1 million d'euros par mois, ceux qui sont à la tête de super grosses entreprises du CAC 40, etc. 1 million d'euros par mois aussi, il y en a. Ah oui, c'est sûr. Vaut mieux pas le savoir, mais je vous le dis, il y en a. Et donc voilà, donc ça c'est l'exemple d'une grandeur qui est hétérogène. Okay, donc il y a des grandeurs qui sont distribuées de façon homogène, il y a des grandeurs qui sont distribuées de façon hétérogène. Donc j'ai une petite question du coup, pour vous faire un peu sentir les choses. Donc là, vous pouvez réfléchir tous 2 minutes, ça veut dire que tu ne réponds pas de suite. Dans une distribution qui est hétérogène comme ça, donc il y a 2 façons d'apprécier dans une distribution le comportement moyen. Soit on parle de la moyenne c'est vous sommez toutes les valeurs, vous divisez par le nombre de valeurs, d'accord ? Soit on parle de la médiane. La médiane, c'est vous rangez tout le monde du plus petit au plus grand et vous prenez le gars qui est au rang exactement mieux. Donc, par exemple, si vous avez 1 million de personnes, vous prenez la personne numéro 500 000. Vous les rangez dans l'ordre, croissant, vous prenez la numéro 500 000. Ma question, c'est, dans une distribution qui est hétérogène, donc dans une distribution qui est homogène, ces 2 valeurs, elles sont égales ou à peu près. Dans une distribution hétérogène, normalement, laquelle est la plus grande ? La moyenne ou la médiane ? Ah, attendez, je vous laisse tous réfléchir 1 minute ou 2. Moi j'ai un peut-être. Toi tu dirais quoi ? Peut-être. Non mais je dirais vraiment peut-être. Parce que pour moi, ça peut être hétérogène dans les 2 sens. Non, pas trop. Avant la moyenne et après la moyenne ? Pas pour le genre de distribution qu'on regarde où tu es bloqué par 0. Donc c'est hétérogène vers la fin. Ok. C'est pas très... Ok, d'accord. Parce que si la plus grande répartition est avant la moyenne, c'est chiant. Donc là, on va dire oui, tu as raison. Il faudrait préciser quand même pour des distributions avec des valeurs entières. Parce que les valeurs entières, il y a un truc particulier, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas aller infiniment près de 0. Oui, voilà, vous pouvez aller que infiniment loin. Okay, dans ce cas-là, alors du coup, qu'est-ce qui est en général plus grand pour les distributions hétérogènes ? Enfin, même, je pense même pas en général, mais c'est même toujours vrai. Mais... Alors je vous pose la question avec les salaires. À votre avis, qu'est-ce qui est le plus grand ? Le salaire moyen ou le salaire médian ? Médian, je pense que c'est moyen. Bah non. Ah, vous n'êtes pas d'accord ? C'est le salaire moyen qui est le plus grand. Parce que le salaire médian, justement, vous savez bien que quand c'est hétérogène, on dit tout le temps, on entend tout le temps, maintenant à la télé, il y a une poignée de personnes qui possèdent autant de richesses que 90% des gens. D'accord ? Donc, du coup, ça veut dire que si vous prenez le médian, vous prenez le mec lambda qui est au milieu. D'accord ? Lui, il gagne le SMIC. Grosso modo. Il y a qui est au milieu. Il y a la moitié des gens en France qui gagnent le SMIC. Mais la valeur moyenne, elle est plus importante que ça parce que les quelques gens qui gagnent beaucoup plus, ils font grossir la moyenne. D'accord ?
Donc en général, la moyenne, elle est plus grande que le médian. D'ailleurs, ça doit se vérifier sur cet exemple. Vous voyez, regardez, si je prends le médian, ça veut dire quand j'en suis à 50%. Déjà ici, là, le 10-1, ça, c'est 10%. Donc ici, le médian, il est là-dedans. Il y a énormément de gens là qui ont valeur 1 et il y a pas mal de gens de l'ordre de 10% qui ont valeur 2. Après, on passe à moins. D'accord ? Donc là, le médian, probablement qu'entre ça et ça, on doit sommer à plus de 50%. Donc le médian, il doit être quelque part là-dedans. Alors que la moyenne, elle est à 5. D'accord ? Donc le médian ici, ça doit être à peu près 2, alors que la moyenne, c'est 5. Okay. Donc la moyenne, en général, elle est plus grande que la médiane dans les distributions hétérogènes. Okay. Donc là, pour bien comparer, et pour finir cette discussion, une distribution hétérogène, on a un très large intervalle de valeurs possibles, et ça décroît lentement. C'est-à-dire que ce n'est pas juste qu'il y a un large intervalle, parce que si vous avez tout le monde ici, et puis un gars là-bas, on n'appelle pas ça hétérogène, on appelle ça que lui, c'est une anomalie. D'accord ? Là, ce qu'on a, c'est qu'on a du monde un peu partout. Alors, bien sûr, on a de moins en moins, parce que regardez, là, quand même, il y avait 10% des gens, là, il n'y a plus qu'un centième des gens, là, il n'y a plus qu'un millième des gens, là, il n'y en a plus qu'un 10 millième, etc. Mais à chaque fois, quand j'avance d'un ordre de grandeur dans ma quantité, je diminue d'un ordre de grandeur dans la population. Mais j'ai encore des gens. Donc, j'ai 2 fois moins, on va dire, pour caricaturer, j'ai 2 fois moins ou 3 fois moins de gens qui gagnent 2 fois plus. À chaque fois que je multiplie par 2 le salaire, ça s'épuise comme ça. Ok. Et du coup, dans ces distributions, la valeur moyenne, elle ne veut rien dire. L'archétype d'une distribution comme ça, c'est la power law. Pourquoi on appelle ça la power law ? Parce que la probabilité d'avoir degré k, elle s'exprime comme une puissance de k. K, alors alpha, c'est strictement positif. K à l'exposant moins un truc. Okay. Ça, c'est vraiment typique. C'est ça, là. Et ce alpha, il se trouve que quand la truc est bien une belle droite, ce alpha, c'est exactement la pente de cette droite. Donc là, vous voyez, celui-là, c'est vraiment bien une power law parce que c'est bien une droite. C'est pas comme les autres qui ont le même comportement là, d'avoir plein de valeurs aussi loin qu'on veut, mais qui ne sont pas des droites, qui sont des cloches un petit peu au début, des trucs bizarres. Voilà. Lui, c'est bien une droite, donc c'est ça la power law. OK ? Alors que la distribution est hétérogène, les valeurs sont concentrées autour de la moyenne. Du coup, on a une décroissance, mais extrêmement rapide. Quand je dis rapide, c'est extrêmement rapide. Parce que là, déjà, on peut dire polynomial, c'est un peu rapide, selon le polynôme. Mais là, c'est exponentiel. Donc ça veut dire exponentiel, ça veut dire grosso modo que dès que vous ajoutez 1, 2, 3, 4, ça s'épuise, on tombe à 0. Ce n'est pas la peine de doubler pour que ça s'épuise. Vous ajoutez 1, ça s'épuise quand c'est exponentiel. OK ? Quand c'est exponentiel de moins un truc, le truc, vous le faites grossir de 1 ou 2 unités, vous avez divisé par 100. Donc en fait, ça s'épuise très vite. Alors que là, il faut le multiplier par quelque chose pour que ça diminue par 100. Ok, donc là, la valeur moyenne est représentative. Et les trucs de base, c'est la loi normale, qui grosso modo est un exponentiel de moins k carré, ou la loi de Poisson, que nous, on va voir beaucoup, qui est comme ça. Lambda exposant k sur factoriel k. Donc ça s'épuise très vite, comme ce genre de choses. La loi normale, vous connaissez, c'est les belles cloches. C'est les distributions en belles cloches. Comme ça, là. C'est la loi de quoi, la loi normale ? Donc ça, il faut que vous sachiez ça quand même. Vous ne pouvez pas avoir fait des sciences sans avoir clairement en tête ce que c'est la loi normale. C'est quoi la loi normale ? C'est la cloche, d'accord, mais c'est la loi qu'on retrouve où ? Oui. Les courbes binomiales ? Ouais, mais dis autrement. Bah, je crois que c'est oui, c'est la courbe binomiale. Mais ça se retrouve où dans la vraie vie, ça, les lois normales ? Hein ? La probabilité ? Le tirage aléatoire. Ouais, peut-être. Ça se retrouve dans la nature, dans un truc. Et en fait, partout. Vous savez que ça, c'était une des grosses découvertes du XXe ou du XIXe siècle, la loi normale. De s'apercevoir que les trucs suivaient la loi normale. Je pense même que c'est du XXe, je ne vais pas dire de bêtises, début du XXe ou fin du XIXe. Je pense qu'on a découvert la loi normale. C'était un truc énorme. En fait, parce que c'est une loi qui est suivie de partout dans la nature, c'est la loi des
C'est la loi des erreurs dans la nature. Donc là, par exemple, ce que je vous ai dit sur la taille, c'est une loi normale. Parce qu'on peut voir ça, le mot va bien choisi, mais quand on s'éloigne de la taille, de la taille moyenne, en fait, c'est comme une erreur. C'est-à-dire, en gros, la nature, elle vise telle taille pour les hommes, et puis elle le vise, mais pas nickel. Donc des fois, ça tombe un peu avant, des fois, ça tombe un peu après. Et ça marche pour tout. D'accord ? N'importe quel truc où, en fait, la grandeur, elle est bien définie, tous les hommes ont la même taille, tous les hommes ont le même poids, et les fluctuations autour, voilà, c'est ça qu'on voit comme des erreurs. Eh ben, il y a énormément de choses pour lesquelles la loi de fluctuation, c'est une loi normale. D'accord ? Les notes, par exemple, les notes des étudiants, souvent, c'est une loi normale. Ça, c'est parce que les enseignants jettent les copies dans l'escalier et puis numérotent les marches. Mais voilà, les notes, c'est comme ça. Ok, donc en fait, les réseaux réels, ils ne sont pas du tout comme ça. Il n'y a pas de normalité dans les degrés. Ok. Voilà, il va falloir que je m'arrête. Ouais, non, mais ça va trop doucement, en fait. Je ne pensais pas que ça prenait autant de temps de parler de tous ces trucs. Ok, je vous ai mis donc les distributions de degrés des réseaux réels. Je vous en ai mis une autre. Donc ça, j'en ai choisi certains. Là, j'ai dû en choisir d'autres. Non, ça, c'est ceux que j'avais choisis au début. Ça, c'est les deuxièmes. Donc, c'est pour montrer que là, j'ai choisi ceux qui étaient bien propres, qui avaient beaucoup d'ordre. Donc, finalement, à quoi on voit que c'est hétérogène ? Ça spanne beaucoup d'ordres de grandeur et il y a du monde de partout. Ok, c'est ça. Donc là, c'est bon, il y a du monde de partout, On est sur 5 ordres de grandeur, de 0 à 4. C'est vraiment très hétérogène. Après, je vous en ai mis des un peu moins beaux, mais quand même hétérogènes. Le nombre d'ordres de grandeur, il est un peu plus faible. D'accord ? Après, pareil, on a toujours des bizarreries au milieu. Voilà, c'est pas toujours la même forme. Mais ça spanne quand même, là, tous 2 ou 3 ordres de grandeur. À partir de 3 ordres de grandeur, comme ça, on dit que c'est hétérogène. Mais évidemment, ils ne sont pas tous comme ça. Lequel n'est pas comme ça ? Au moins. Il y en a au moins un que vous savez qu'il n'est pas comme ça. Il n'est pas avec des trucs hétérogènes. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui me l'avait dit. Oui. Par exemple, le graphe des routes, d'accord ? Il est où le graphe des routes ? J'ai dû le mettre là. Il est là. Donc lui, c'est pas du tout hétérogène, lui. En fait, ils ont tous degrés 2, 3, 4, 5, d'accord ? La plupart sont là. Là, on est déjà seulement 1/1000 des carrefours. 1 centième ou 1/1000 des carrefours qui ont degré 5. La plupart ont degré 2, 3, 4. Voilà. Donc lui, il est homogène. Donc c'est pour dire quand même que dans la vraie vie, il y a quand même des trucs qui ne sont pas vraiment bien hétérogènes. Ceux-là, là, si on les regarde de loin, on a envie de dire que c'est hétérogène. Sauf quel est le petit problème qui fait que je ne les ai pas classés dans l'hétérogène pur ? C'est parce qu'en fait, il y a très peu d'ordre de grandeur. Donc de dire qu'un truc est hétérogène quand il va de 1 à 100, c'est douteux déjà, d'accord ? Donc il a une décroissance, d'accord, mais là, dire qu'il est hétérogène, ça ne suffit pas d'avoir une décroissance comme ça, polynomiale. Il faut aussi spanner un nombre d'ordres de grandeur important. Ok, voilà. Et celui-là aussi, il est bizarre. Celui-là, on pourrait presque dire qu'il est un peu à 2 régimes. Il y a l'air d'avoir des trucs concentrés autour de ça et des trucs concentrés autour de ça. C'est Foodweb, ouais. Alors du coup, je peux vous poser plein de questions sur ça. Par exemple, ici, ailleurs, ça ressemble à des courbes. Ici, ça ne ressemble pas du tout à une courbe. Ça ressemble à des points qui font n'importe quoi. On dirait un nuage de points. Pourquoi ? Parce que la nature, ça l'accorde. Non. Pourquoi là, c'est bien lisse et là, c'est pas du tout lisse ? Là aussi, c'est une courbe qui vaut ce qu'elle vaut, mais c'est quand même, on voit une courbe se dessiner. Là, je ne peux même pas dire si je vois une courbe, c'est des oscillations. Par rapport au dataset qu'il vous faut, par rapport à ce que vous voulez, par rapport à votre intelligence personnelle et votre sens de l'observation. D'accord. Vous en demandez beaucoup. Non, mais oui, par rapport au dataset. Est-ce que vous arrivez à voir d'où ça sort que celui-là, il est comme ça ? C'est pas forcément par rapport à un truc très lié au contexte. Dans ce cas-là. D'habitude, oui, je vous demande d'imaginer que dans quel contexte, pourquoi ça a cette tête-là. C'est parce qu'il a peu de zones.
c'est parce qu'il a peu de sommets, c'est tout. D'accord ? Si celui-là, là, alors, je ne sais pas si ça aurait du sens, parce que dans le contexte où ça vient, je ne sais pas si on peut avoir beaucoup de sommets. Ben oui, parce qu'il y a quand même des millions d'espèces, donc il doit y avoir des chaînes alimentaires à beaucoup de trucs. En fait, pourquoi c'est comme ça, que ça ressemble à rien ? C'est parce qu'il n'y a pas de sommet. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est que les fluctuations. Sur ça, je vous pose la même question que tout à l'heure. Regardez ici. Il y a plein de sommets qui ont pour valeur 1000. C'est quoi Askeeter déjà? Allô, allô. Allez, essayez de répondre à cette question. On parlera d'Askeeter après. Non. Oui, d'accord, mais c'est pas la question. La question, elle n'est pas liée à d'où ça vient. Elle est liée au fait que, regardez, ici, c'est encore pas une fonction. Pour une abscisse donnée, il y a plein de trucs. Alors, pourquoi ? Mais comme tout à l'heure, c'est pas vrai, d'accord ? C'est une illusion d'optique. En fait, il n'y a pas plein de trucs. C'est juste que c'est des points qui sont tellement proches en abscisse qu'on a l'impression qu'ils sont alignés. Donc ça, il faut en être conscient. Sinon, ça paraît bizarre, ces distributions. Alors on dit, mais là, il y a plein de valeurs différentes pour une abscisse donnée. Non, c'est pas ça. Mais d'ailleurs, c'est quand même bizarre. Comment ça se fait qu'il y ait plein de points proches autour de 1000 ? Et puis qu'au début, c'est pas le cas. Regardez, au début, là, c'est bon, ça va, il y a qu'une valeur. Mais ici, là, je commence à plus savoir. C'est un intervalle de valeurs. Si je regarde à ça donné. Comment ça se fait, ça ? Ici, pareil, regardez. Ici, si j'arrive, je regarde les types qui ont cette valeur-là, je ne sais pas trop. C'est un intervalle, alors que quand je regarde les types qui ont cette valeur-là, c'est bien défini. Il y en a ce nombre-là. Pourquoi ? Oui, Si on prend les petites fluctuations dans les ordres de grandeur ici. élevés, enfin, sont plus élevés, on va dire, plus faibles, pardon, les fluctuations, on ne peut pas les voir parce que, Ici. c'est ça, on ne peut pas les voir, alors que les fluctuations, on va beaucoup plus les voir à la fin. Oui. En gros, quand on parle d'un ordre de grandeur à un autre, on passe pas souvent de une valeur à deux valeurs, à trois valeurs, à quatre valeurs. Exactement. Alors, c'est-à-dire que quand on arrive dans cette zone-là, là, en fait, notre stat, elle est faite sur très peu. C'est des nombres qui deviennent très petits. C'est-à-dire que, regardez, là, la proba, on est à 10-5 sur un réseau qui a des millions de nœuds. Donc, ça veut dire que là, on est en train de faire des stats sur quelques dizaines. Donc, voilà pourquoi il y a des fluctuations autour de cette valeur-là, je ne sais pas, qui vaut peut-être 500. Si je suis à 499, bon, ben, j'ai un nombre, j'ai peut-être 30. Si je suis à 500, j'en ai 43. Si je suis à 501, j'en ai 25, etc. Donc c'est ça qu'on voit en fait. C'est les fluctuations dues au petit nombre. Okay ? Alors qu'ici, il n'y a pas ces fluctuations parce que quand je passe d'une valeur à l'autre, c'est sur des nombres énormes qu'est fait la statistique. Okay ? Donc ça lisse bien les choses. Ici, on commence à voir les fluctuations parce qu'on arrive près des unités. Et à la fin, regardez la courbe, comment elle termine. À votre avis, là, il y a combien de nœuds là, dans cette stat-là ? Ici, 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 ici. Mais non, il n'y en a qu'un. D'accord ? Là, il y a un nœud. Chaque point, à la fin, là, quand ça commence à devenir plat, ce truc-là, là, ça, en nombre, alors en proba, c'est entre 10-6 et 10-7, mais en nombre, c'est 1. C'est soit vous avez 1, soit vous avez 0. Et d'ailleurs, lui, du coup, celui d'avant, là, le palier d'avant, ben, c'est 2, ça. Ça, il y en a un qui est comme ça, et là, il y en a deux qui est comme ça. Donc là, on a vraiment épuisé la population. Et c'est pour ça aussi qu'il y a des trous de temps en temps. C'est parce que, ok, des fois, il y en a un, des fois, il n'y en a pas. Donc là, regardez ici, par exemple, des fois, il y en a un, des fois, il n'y en a pas. Puis là, c'est rigolo parce que, voilà, des fois, ça remonte un peu. Il y en a 2, il y en a 3, etc. D'accord ? Donc là, les paliers qu'on voit, c'est vraiment les nombres 1, 2, 3 à la fin. Okay. Pourquoi ? Parce que là, la loupe est très grosse ici par rapport à ce qu'elle est là. Donc voilà pourquoi là, on voit des fluctuations. Ok. Mais juste que vous soyez conscient de ça. Du coup, je vais quand même finir Erdős-Rényi parce que sinon je m'en sortirai jamais. J'ai pas envie qu'on passe notre vie sur les modèles et on a encore la dernière propriété à voir. Je vais finir du coup les distributions de degrés ou quasiment. La distribution, donc je vais aller vite. La distribution de degrés des graphes d'Erdős-Rényi du coup. Je voudrais savoir est-ce qu'elle est bien ou pas bien. Est-ce qu'elle est hétérogène, par exemple ? Puisque moi, j'ai fait un modèle, j'étais content, là, avec vous, on avait dit les deux premières propriétés qu'on visait, paf, restituées, nickel, par le graphe d'Erdős-Rényi GNM. Je fixe
la densité comme je veux, c'est moi qui la fixe, donc évidemment elle est bonne, mais la distance, super, elle suit. Est-ce que la distribution de degrés, elle va suivre? Est-ce qu'elle va être hétérogène comme ça, un peu comme une power law ou pas? À votre avis? On a plus ou moins répondu déjà. Soit j'ai répondu, soit j'ai triché. Parce que tout à l'heure, quand j'ai fait des raisonnements, j'ai commencé à vous dire, bon, mais on comprend bien qu'ils vont tous avoir à peu près le même degré, qu'il va y avoir des fluctuations, mais qu'ils vont tous avoir à peu près le même degré, vu que je joue 1 million de fois une expérience aléatoire avec une proba, je sais pas, 1/10 millième ou je sais pas quoi. Donc là, c'est que déjà d'emblée, j'ai dit qu'en fait, eux, je les voyais, moi, comme des trucs très homogènes, où chaque nœud a à peu près le degré moyen, ou s'écarte un tout petit peu du degré moyen. Donc a priori, non, a priori, ils sont plutôt homogènes. Ça se montre d'un point de vue mathématique par le calcul. Si vous calculez la probabilité d'avoir degré K, qu'est-ce que c'est? C'est pas si compliqué la probabilité d'avoir degré K. C'est que vous avez un gars, pour chacun de son million de voisins possibles, pour chacun de ses n-1 voisins possibles, pardon, peut-être pas fini, si c'est bon. Pour chacun de ces n-1 voisins possibles, vous jouez. Donc là, je me suis mis dans GNP pour faire les calculs comme d'habitude. On a dit qu'ils sont à peu près équivalents, les deux. Pour chacun, là, je vais jouer avec probabilité P, je vais mettre l'arête ou pas. Okay. Donc, je vais avoir exactement K succès. Avec quel proba? Ça se calcule, ça. Il faut que j'en choisisse K parmi n-1 pour lesquels je vais... Alors, vous connaissez ce symbole ou pas? Ouais, ça c'est pareil que j'en choisis K parmi n-1. C'est la notation anglo-saxonne, qui est un peu plus classique maintenant en sciences. Ça se lit K choose N. Ou N choose K, j'ai toujours un doute. Non, ça se dit N choose K. N-1 choose K. Okay. Il y en a N-1, j'en choisis K. Okay. C'est pareil que le nombre de combinaisons de K parmi N-1. Comment choisir K parmi N-1? Ok, donc j'en choisis K parmi N-1 qui vont être mes succès. Et je dis ils vont être des succès, donc ça veut dire que j'ai gagné K fois avec probabilité P. Donc c'est la probabilité que lui génère c'est P, la probabilité génère c'est P. J'ai gagné K fois, donc ça fait P à l'exposant K. Et pour tous les autres, N-1 moins K, j'ai perdu. Pour tous les autres, j'ai perdu. Avec quelle probabilité? Avec probabilité N moins P. Donc eux, avec probabilité N moins P, faut à l'exposant N moins 1 moins K. C'est ça la binomiale. Voilà. Et quand on développe ça, en fait, qu'on fixe K et qu'on fait tendre N vers l'infini, ça converge. On peut montrer que ça converge vers ça. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est exactement la loi de Poisson. La loi de Poisson, ouais. Donc la loi de Poisson, à quoi ça ressemble? J'en ai tracé. Voilà une loi de Poisson. Ça ressemble furieusement à une distribution normale. D'accord? Mais pas tout à fait. Est-ce que vous voyez ce qui ressemble pas bien? Ouais, dans une distribution normale, la distribution, donc dans la loi normale, pas exactement, mais ça ressemble, il y a une question comme ça. Dans la loi normale, la cloche, elle est bien symétrique. La loi normale, c'est quelque chose de symétrique. La loi de Poisson, elle n'est pas tout à fait symétrique. Elle est un petit peu écrasée à gauche par rapport à ce qu'elle est à droite. Vous voyez, à droite, la queue, elle traîne plus, et l'air, du coup, n'est pas tout à fait réparti pareil. Mais qu'est-ce que ça vient, ça? D'où est-ce que ça vient que dans la loi de Poisson, là, celle que j'obtiens pour mes degrés, elle est un peu écrasée sur la gauche? Pourquoi qu'elle est écrasée? Réfléchis, comme tout le monde. Et le premier qui trouve quelque chose qui pense, qui fait que c'est écrasé, il me le dit. Il faut apprendre la frustration. Normalement, on l'apprend avant 5 ans, mais des fois, il faut l'apprendre plus tard. Non, vous voyez pas? T'as une idée ou pas?
Vas-y, dis. C'est vu qu'on est sur des nombres entiers, on ne peut pas tendre à l'infini vers 0. Exactement. C'est ce qu'on a évoqué déjà tout à l'heure. Oui. C'est que là, il y a une barrière naturelle. Vous ne pouvez pas descendre en dessous de 0 pour les degrés. Quand on étudie des valeurs qui sont positives, elles peuvent être aussi grandes. Les degrés, a priori, elles peuvent être aussi grandes qu'on veut. Alors, on a dit que ce n'est pas tout à fait vrai, puisqu'ils sont bornés quand même par n-1. Mais quand n est très grand, pour nous, c'est une limite qui est très loin. Par rapport à la valeur moyenne ici, là, qui est de l'ordre de 10, c'est une limite qui est très loin, donc ça ne contraint pas la courbe. Par contre, elle est un peu écrasée, parce qu'en fait, si vous tirez au hasard, de toute façon, vous ne pouvez pas tirer plus bas que 0. D'accord ? Donc en fait, vous ne jouez pas dans le même espace ici, vous jouez dans un espace restreint, alors qu'ici, vous jouez dans un immense espace. Donc c'est ce qui fait que cette courbe, elle n'est pas pile poil symétrique. Okay. Dans la loi normale, les vraies lois normales, ce n'est pas comme ça. Les vraies lois normales, c'est des trucs vraiment symétriques. Ok. Du coup, on a dit, bon là, on vient de le faire de manière mathématique, on a dit que ça devait être homogène. On peut vérifier dans les vraies données. Est-ce que c'est homogène? Je vous ai pris, pour le réseau YouTube, je vous ai tracé la distribution du modèle GNM avec le paramètre M qui correspond exactement au nombre d'arêtes dans YouTube. Et vous voyez qu'elle n'a pas du tout la même tête. Et alors, là, c'est un peu déformé parce que c'est tracé en log-log. C'est pour ça qu'elle n'est pas très jolie, la cloche. Hein. La cloche, là, est déformée par le fait qu'on la regarde en log-log. Mais si je veux comparer les deux à la fois et qu'on y voit quelque chose, je suis obligé de me mettre dans l'échelle où on voit quelque chose pour la bleue. D'accord ? Donc, par contre, on voit que voilà, elle s'arrête. À partir d'une certaine valeur, elle s'arrête. Il n'y a personne après ça. Celle-là, elle est bien homogène. Elle est centrée autour de sa moyenne. Okay ? Alors que l'autre, elle est comme on avait vu. Donc, en fait, bien sûr, la distribution de GNM, elle restitue pas du tout celle de YouTube. Et avec ce qu'on a dit, on comprend que ça n'est pas que le cas de YouTube. Donc, juste pour le protocole expérimental, juste pour être clair, ce que j'ai fait, c'est que j'ai généré un graphe GNM en prenant M, le nombre d'arêtes observées dans le réseau réel. Et j'ai comparé le modèle avec le réseau réel. D'accord ? Ça, je l'ai fait pour tous les réseaux qu'on avait regardés ensemble. Là. Donc, vous voyez que pour tous, c'est raté. Voilà. Et lui, par exemple, c'est caricatural. Lui, il fait comme si tout le monde était là, alors qu'en fait, ce n'est pas du tout ça, la tête de la truc réel. D'accord ? Il y en a plein pour lesquels, vraiment, c'est catastrophique. Donc, on ne peut pas penser à ces réseaux réels comme étant des réseaux homogènes, où tout le monde aurait un comportement autour du comportement moyen. Ce n'est pas vrai. Le réseau et toutes les propriétés du réseau vont être faites par le fait que les gens ont des comportements très différents, en tout cas en termes de degrés. Voilà. Par contre, pour lui, là, qui est un petit peu homogène, vous voyez que c'est pas si mal un Erdős-Rényi. Ça reproduit à peu près sa distribution de degrés. Pour lui, peut-être aussi, ça ignore un petit peu ceux-là, là, mais ça reproduit bien ceux qui sont autour de la moyenne, parce que la moyenne était là. Voilà, ceux-là, bon, c'est pas génial, mais c'est pas si terrible que ça. Donc ça a dit d'ailleurs que j'ai peut-être eu raison, même s'ils avaient une dégaine un petit peu de power law, là, le fait qu'ils étaient sur pas beaucoup d'ordre de grandeur, finalement, ils ne sont pas très hétérogènes. Ils ne sont pas si mal reproduits que ça par un Erdős-Rényi. Bon, c'est pas génial, parce que bien sûr, on rate justement les grandes valeurs qu'il y a avec l'Erdős-Rényi. Mais c'est pas si loin que ça. C'est moins déconnant que pour les exemples que je vous ai montrés avant, où là, les mecs, on s'arrête à 20 alors que ça va jusqu'à 10 000. D'accord ? Donc, conclusion, mais là, on dirait qu'il n'y a pas de conclusion, mais conclusion, c'est que ça ne va pas. Il faut un nouveau modèle. D'accord ? Le modèle d'Erdős-Rényi, il n'a pas du tout les propriétés escomptées pour la distribution de degrés. Il faut un nouveau modèle, et le nouveau modèle, on le verra la prochaine fois, même si je pensais qu'on le verrait il y a bien longtemps, qu'on l'aurait vu il y a bien longtemps, parce que ça va très doucement, finalement, de parler de tout ça comparé à ce que j'imaginais. C'est pas grave, il vaut mieux qu'on prenne notre temps et qu'on comprenne de quoi on parle plutôt qu'on aille à fond et qu'on n'en retire rien. Donc la prochaine fois, on attaque sur le modèle qui va restituer comme il faut la distribution de degrés. Allez, on s'arrête là, on va passer au TD.